Chapitre 5. Autres documents comptables d'enregistrement. Nous venons d'étudier dans les chapitres précédents deux documents comptables très importants, le bilan et les comptes. Le bilan était établi entre deux exercices comptables marqués chacun par un inventaire précédant l'élaboration du bilan. Suite aux opérations qui ne cessent de modifier constamment le bilan, nous justifier l'usage des comptes. Mais il y a d'autres documents liés au système de base que la comptabilité utilise. Il s'agit des documents d'enregistrement et de situation. Documents et pièces comptables constituent des pièces justificatives qui doivent être enregistrées, classées et conservées pendant une période de temps donnée à partir de la date de clôture de l'exercice au cours duquel elles ont été établies. Les codes de commerce et la loi portant normalisation de la comptabilité dans la plupart des pays obligent les commerçants de tenir un document appelé livre-journal ou journal sur lequel sont inscrites au jour le jour les écritures comptables relatives. A. Le journal. L'usage veut que les gestionnaires ou les comptables mettent chaque jour les opérations intéressant la vie de l'entreprise dans le journal. L'acte accompli en procédant ainsi s'appelle journaliser, c'est-à-dire inscrire l'écriture ou les écritures au journal. Il s'agit, en d'autres termes, de passer les écritures ou articles dans le journal et cela constitue une obligation légale. La journalisation se rapporte à l'opération principale et à ses conséquences suivant les principes de la dualité de tout acte, de toute opération ou flux économique intéressant la vie de l'entreprise. Le journal, c'est donc un registre sur lequel le comptable est tenu d'inscrire toutes les opérations intéressant la vie de l'entreprise. Tout fait comptable se traduit par une écriture, 1 degré, tracée du journal. Il se présente de la manière suivante. L'écriture ou l'article. Une écriture ou un article est une formule normalisée qui enregistre les données d'une opération dans le livre-journal. Elle se met sous la forme « compte débité S » à compte crédité S. Il est à noter qu'une opération est enregistrée sur base d'une pièce justificative. D'une manière générale, on distingue trois grandes parties au journal. A. La partie de référence du compte ou folio grand livre ou note de compte. B. La partie intérieure destinée à mentionner 1. L'inscription du compte ou des comptes intervenant à raison d'un compte par ligne nettement détachée à gauche ou à droite selon qu'il est débité ou crédité. 2. Le libellé justifiant et explicatif légèrement en trait au bas de compte intervenant dans l'écriture. C. La partie des sommes où sont écrits les chiffres correspondant au compte mouvementé permettant une lecture facile et une totalisation rapide. Les sommes sont totalisées en bas de page du journal et les taux sont reportés sur la première ligne à la page suivante. Les sommes du journal sont totalisées jusqu'à la fin de l'exercice. Une écriture commencée en bas de page peut être terminée à la page suivante. Dans ce cas, les totaux en bas de page peuvent être différents pour obéir ou éviter cet inconvénient.
l'écriture entière est portée à la page suivante. L'écriture comprend donc au moins un compte débité et un compte crédité. Plusieurs opérations de même nature peuvent être groupées et faire l'objet d'une seule écriture, laquelle un compte est débité et plusieurs crédités, ou inversement. Dans ce cas, on parle d'écriture article récapitulative. Exemple, en règlement de facture, on reçoit de nos clientes DIM 120 000, de Abiga 2000 donc 122 000. À la même date, nous payons par chèque notre fournisseur Louis pour 55 000 comprenant 5 000 de frais de transport. Et nous achetons au comptant une marchandise pour 6 000. Passer les écritures au journal, exemple 2, le 2 janvier 2008, la société MCK commence son commerce avec 200 000 FC en espèces. Le 3 janvier, ouverture d'un compte à la banque, dépôt de 100 500 FC. Le 4 janvier, achat marchandise pour 50 000 FC. Le paiement est au comptant. Le même jour, notre cliente Jaël prend de la marchandise à crédit, coût d'achat 20 000 FC pour un prix de vente de 25,000 FC. Le 15 janvier, vente au comptant de la marchandise pour 25 000 FC, coût d'achat 20 000 FC. Le 17 janvier, achat marchandise au comptant pour 30 000 FC. Le 30 janvier, Jaël libère 15 000 FC qu'elle vire dans notre compte banque T.D. Passer les écritures de ces opérations du mois de janvier 2006 au journal. A. Correction des erreurs. L'erreur est humaine, dit-on. Elle ne sera jamais pas plus que le redressement qu'elle entraîne. Il existe plusieurs procédés de correction qui peuvent être utilisés dans de nombreuses PME dont la comptabilité n'est pas encore informatisée. Ces procédés sont les suivants: les erreurs résultent d'erreurs, d'omissions matérielles, d'interprétations erronées ou de l'adoption par l'entreprise, au cours des exercices précédents d'une méthode comptable non admise, erreurs commises et découvertes sur l'exercice en cours, inscription en négatif des éléments erronés et enregistrement exact des opérations, art 20 du droit comptable, erreurs commises au cours des exercices précédents, erreurs significatives, ajustement des capitaux propre d'ouverture, report à nouveau, erreur non significative, imputation au compte de bilan ou de gestion de l'exercice en cours. B. Le grand livre. 1. Notion: c'est un ensemble de comptes de l'entreprise qui sont inscrits dans un registre relié ou folioté et qui renseignent sur le montant réel à un moment de chaque compte. Les rapports du journal livre doivent donc être effectués chaque jour. De nos jours, le grand livre se présente sous la forme de fichiers dont un casier peut contenir 500 à 1000 fiches, soit sous la forme de registres à feuillet mobile pouvant contenir 200 à 300 comptes. Ces procédés sont plus pratiques que l'ancien qui nécessitait un registre relié, d'un énorme volume, lourd et encombrant. 2. Nécessité du grand livre. Le grand livre permet aux comptables de l'entreprise de enregistrer les modifications de chaque poste du bilan, analyser les éléments de gestion qui déterminent le résultat, c'est-à-dire les charges et pertes et les produits et profits par nature,
dégager la situation d'un compte à n'importe quel moment, c'est-à-dire son solde, calculer les mouvements et les situations finales des comptes, établir les balances de vérification. 3. Tenue du grand livre. On peut tenir le grand livre de 3 manières ci-après. 1 degré, classer tous les comptes dans l'ordre du plan comptable de l'entreprise, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 8. 2 degrés, classer tous les comptes dans l'ordre alphabétique. 3 degrés, classer les comptes par catégorie et suivant l'ordre ci-après. A. Compte de l'actif. B. Compte de passif. C. Compte des charges et pertes. D. Compte des produits et profits. E. Compte des soldes de gestion. Ce troisième procédé permet de présenter la balance de vérification suivant ce même ordre, d'établir rapidement le bilan final et fournir de nombreuses informations pour des statistiques éventuelles de l'entreprise. 4. Rectification d'erreurs au grand livre. La rectification peut se faire par 3 procédés, par annulation de l'écriture erronée, par différence, par compensation algébrique. 5. Comparaison entre journal et grand livre. 1 degré, l'inscription au journal est antérieure à celle du grand livre. 2 degrés, les inscriptions portées au grand livre sont similaires à celles portées au journal en ce qui concerne l'importance de renseignements. Dans ce cas, les 2 registres contiennent en effet la date de l'opération, les comptes qui subissent des modifications avec les sommes à débiter ou à créditer et un libellé explicatif. 3 degrés, les opérations sont passées au journal dans l'ordre chronologique et indiquent les relations des comptes entre eux, tandis qu'au grand livre, elles sont portées dans les comptes respectifs, ce qui permet de suivre l'évolution particulière de chaque élément de l'actif et du passif. Exemple, présenter le journal et le grand livre d'une entreprise dont les opérations du début se présentent comme suit au 1er mars 2008. Immeuble 10 000 FC, mobilier de bureau 5 000 FC, espèces en caisse 20 000 FC, le 3 mars, achat de marchandises pour 25 000 FC fournisseur Jafet, moitié comptant et le reste à payer 1 mois après, le 10 mars, achat à crédit d'une armoire, 1000 FC, fournisseur parfait, le 20 mars, dépôt en banque de 5000 FC, bordereau de versement numéro 0156/99, le 25 mars. Règlement de l'armoire par chèque numéro 56879. C. La balance, vérification des opérations. 1. Définition, le contrôle de la comptabilité, c'est-à-dire des écritures se fait par l'établissement d'une balance de vérification. Celle-ci est définie comme étant un tableau dans lequel sont reportés les comptes du grand livre, avec pour chacun d'eux le total des sommes au débit et au crédit ainsi que les soldes qui en découlent. En d'autres termes, la balance est un tableau récapitulatif des montants portés au débit et au crédit d'un compte ayant joué du fait des opérations commerciales pendant une période donnée. Il regroupe également les soldes d'un compte. La balance de vérification est toujours en équilibre dans ce sens que moins le total des sommes au débit des comptes est égal au total des sommes au crédit des comptes,
moins le total des soldes débiteurs est égal au total de soldes créditeurs, 1 degré, TSD égale TSC, 2 degrés, TSD égale TSC. Il est à noter que dans le livre journal, la première égalité existe également, c'est-à-dire le total des sommes dans la colonne débit est égal au total des sommes dans la colonne crédit. La balance de vérification a donc pour but de vérifier ces deux égalités. Lorsque ces deux égalités sont établies, il n'y a pas d'erreur dans la comptabilité. Dans le cas contraire, la comptabilité contiendrait des erreurs qu'il faudrait chercher et corriger. Deux sortes est tracée de la balance. Selon le moment où la balance est établie, on distingue 1 degré la balance avant inventaire. Celle-ci est établie avant les travaux d'inventaire extra-comptable appelés également balance provisoire, parce qu'elle devra subir des modifications résultant des écritures de redressement et de régularisation. 2 degrés, la balance après inventaire est établie à la fin des travaux d'inventaire extra-comptable. 3 degrés, la balance définitive est établie après les écritures de virement dans le journal et dans le grand livre. Elle contient tous les comptes y compris les comptes de résultats. B. Selon le nombre de colonnes, on distingue 1 degré, la balance a 4 colonnes. Elle comprend 4 colonnes, une colonne débit, une colonne crédit, une colonne des soldes débiteurs et une colonne des soldes créditeurs. 2. La balance a 6 colonnes. Elle renseigne les situations initiales et finales débit et crédit de l'entreprise, ainsi que les mouvements de la période en augmentation et en diminution. Le tracé d'une balance à 6 colonnes se présente comme suit. 3 degrés, la balance à 8 colonnes. Elle enregistre en plus les variations des comptes des mouvements. Elle se présente de la manière suivante. 6 rôle d'une balance. 1. Balance comme instrument de lecture. La balance permet de connaître la situation de l'entreprise constituée par les soldes des comptes des situations encore appelées comptes du bilan. À chaque balance, on s'assurera qu'il concorde avec la situation réelle. Le résultat, tiré de comptes du bilan et des comptes de gestion. 2. Balance comme instrument de contrôle. La balance permet également de contrôler non le journal mais les reports du journal au grand livre. On ne s'assure des égalités des sommes du D et C, au cas échéant détermine le solde. Ainsi la balance permet d'assurer le contrôle des reports des sommes et du report au compte. Si le total des débits égale total crédit, ou indique que les reports ont été bien effectués, le total des soldes débiteurs égale total des soldes créditeurs, ou indique que le calcul des soldes est exact et que les soldes ont été bien inscrits dans la colonne correspondante. Pour le contrôle du report au compte, on procède à la vérification des concordances et la comparaison des soldes par la vérification de la concordance du solde avec les existants réels et le relevé des comptes particuliers des grands livres auxiliaires. La comparaison des soldes du même compte dans deux balances successives, par exemple achat et vente. Principe d'annualité des exercices comptables. Lorsqu'on établit un bilan des entreprises,
le principal objectif poursuivi est qu'il puisse refléter la situation exacte à la fin de son établissement. C'est donc une photographie de l'entreprise qu'il faut réaliser. Le bilan constitue, en effet, le document qui met fin à un exercice comptable, c'est la frontière entre deux exercices comptables. C'est donc une sorte de tombeau ou de plafond, l'un des exercices se trouvant dedans enterré, et l'autre se trouvant au-delà vivant. À chaque exercice devra donc revenir d'une part la charge des dépenses, charges et pertes et d'autre part, les produits et profits obtenus. Principe, à chacun son dû et à chacun son avoir, est l'expression lapidaire de ce principe. Neuvième principe, le but qu'il fournit est la détermination exacte, en fin d'exercice, du total des produits et profits, et du total des charges et pertes dont la différence constitue le résultat de la période. On ne peut trouver pris en charge ou en produit des charges ou des produits imputables à un autre exercice, précédent ou suivant. Point. Ce 10e principe est la cheville ouvrière des écritures de régularisation ou de chevauchement qui interviennent en fin de période. 7. Classement des comptes dans une balance de vérification.